Bonjour à toutes et tous. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Ok, impec. N'hésitez pas si jamais il y a des soucis. Je vais activer le chat de toute façon et regarder aussi s'il y a des messages. Donc bonjour tout le monde, je suis Frédéric de Lebelair. Je serai donc aujourd'hui l'intervenant sur sur ce webinaire vous présentant ces nouveaux outils pour lesquels vous êtes ici présents. Euh, Léla de l'APBFB nous rejoindra certainement dans quelques instants aussi, puisque elle a terminé un cours, je pense, avant d'arriver à nous rejoindre. Et puis, nous rejoindra directement. Je vais partager mon écran, me confirmer quand ce sera fait que tout le monde voit bien l'écran. C'est OK pour tout le monde? Un petit hochement de tête pour ceux qui ont la caméra. OK, impec. Voilà, donc premier webinaire justement que la PBFB organise dans cette initiative justement d'essayer de refaire par la suite plusieurs petits webinaires sur le temps de midi comme ça. Et je sais qu'il y a aussi une volonté de tester un format un peu plus long de 2 heures à un autre moment, mais alors plutôt en matinée. Euh, Voilà. Donc, APBFB, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est donc l'Association des professionnels des bibliothèques francophones de Belgique. Si vous le souhaitez, en scannant le petit QR code qui est ici en dessous, en bas à gauche, vous aurez directement le site web de l'APBFB. Vous l'avez aussi en haut à droite, si jamais pour ceux qui le souhaitent. Donc, la mission évidemment de la PBFB, c'est d'informer, de former, de réseauter et d'organiser quelques rencontres, mettre à disposition des ressources, quelques visites et voyages, tout ça à destination des professionnels du secteur, via évidemment différentes possibilités, différents canaux qui permettent de travailler avec eux. Alors personnellement, je suis cofondateur du Guichet du numérique, qui est une structure qui fait de la consultance, de l'accompagnement à la digitalisation, de la formation au numérique. Et on vient du secteur non marchand à la base, en tout cas pour la plupart des personnes qui ont co-créé la structure avec moi. Et donc on essaye de placer quand même encore un petit peu l'humain au niveau du numérique, de le recentrer en tout cas à ce niveau-là, même si c'est deux mots qui sont quand même souvent assez contradictoires. Personnellement, je suis formateur depuis maintenant une quinzaine d'années. J'ai toujours été dans l'informatique, toujours. Je suis tombé dans la marmite quand j'étais petit. Et là, à l'heure actuelle, ma spécificité s'est orientée fortement vers les outils web, l'IA et l'automatisation de processus, d'où aussi aujourd'hui, évidemment, les outils qui ont été choisis, puisque ce sont des outils, vous le verrez, avec quand même de l'intelligence artificielle à l'intérieur. Et donc ça, c'est quand même quelque chose qui change énormément. Pour ceux qui le souhaitent ou celles qui le souhaitent, voici un QR code et le lien. Si jamais vous n'avez pas la possibilité de scanner le QR code, si vous souhaitez déjà obtenir la présentation au format PDF. Si pas, de toute façon, je pense que Léla la renverra par mail à tous ceux qu'elle a pu avoir par mail et la postera aussi de toute façon sur sa page Facebook, puisqu'il y aura aussi l'enregistrement de ce webinaire qui sera diffusé, en tout cas qui vous sera proposé par la suite. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. J'y répondrai au fur et à mesure. Et ou de toute façon, pour ceux qui le souhaitent, je laisserai un petit temps de questions-réponses aussi à la fin de la présentation. Donc n'hésitez pas, ce sera avec plaisir. Alors, on est là aujourd'hui pour parler de trois outils qui vont devenir ou sont peut-être déjà incontournables, à prendre évidemment toujours avec des pincettes à l'heure actuelle, puisqu'on est dans ce début de l'intelligence artificielle et ce sont des outils qui vont, de manière générale en tout cas, transformer fortement les pratiques. Un premier outil dont on parlera aujourd'hui, c'est un outil qui s'appelle Aforé, Afor AI.
qui a pour particularité de pouvoir évidemment proposer un outil d'IA pour pouvoir communiquer à l'intérieur avec les différents documents qu'on a. C'est un outil qui ressemble fortement à Zotero. Je pense que ça parle à tout le monde, avec évidemment, de par son arrivée assez récente, moins d'options que Zotero, sauf qu'il a une particularité, c'est justement qu'il y a de l'intelligence artificielle qui est mise à l'intérieur. Et donc là, on va pouvoir tout de suite interroger les documents, les sources qu'on aura placées à l'intérieur du logiciel, contrairement à Zotero où à l'heure actuelle, ça n'est pas encore tout à fait possible. Ensuite, un deuxième outil qu'on va voir aujourd'hui, ou en tout cas qu'on va aborder, c'est un outil de chez Google, NotebookLM, qui permet lui aussi justement de placer à l'intérieur de cet outil, de créer des blocs-notes et de placer jusqu'à 50 liens, 50 ressources, que ce soit vidéo, texte, PDF, audio, etc., etc., et d'interroger ces 50 ressources en créant toute une série de petites notes à l'intérieur de son bloc-notes. Et on peut chaque fois choisir d'interroger une ou l'autre en fonction de ce qu'on veut. Et on peut créer évidemment autant de blocs-notes que l'on veut. Alors, cet outil s'est transformé cette nuit. Donc, de nouvelles options sont arrivées. Donc, il est fort probable aussi que je découvre avec vous certaines nouvelles options dans la foulée. Et puis un troisième outil, packpack.ai, qui est ici en réalité un outil qui permet de faire de la veille. Alors c'est un outil que j'aime beaucoup parce que il permet de regrouper au même endroit toute une série de choses. Vous avez une image qui vous plaît, on l'enregistre, elle va là-dedans. Vous avez un outil, un lien qui vous intéresse, on clique, ça s'enregistre et on peut alors les classer en fonction des éléments. Et lui aussi a directement un petit peu d'intelligence artificielle à l'intérieur, ce qui permet déjà d'obtenir directement assez facilement des petits résumés de ressources et donc de pouvoir augmenter la visibilité de certains contenus à l'intérieur de l'outil. Alors, qu'est-ce qu'Aforé? Ben justement, Aforé, c'est un outil qui va permettre d'aider à gérer les références, à mener des revues littéraires, à annoter des fichiers, à prendre des notes et à rédiger certains articles. Le site de l'outil, c'est aforai.com, donc aforé.com, et cet outil a été lancé en 2023. Donc, c'est très récent, évidemment, comme la plupart des outils avec intelligence artificielle générative. Il est lancé en 2023, il a donc son assistant IA qui est intégré et qui permet de faire à l'intérieur de nos documents de la recherche, des résumés, de l'écriture, de la comparaison de documents. Donc c'est quand même assez intéressant puisque cette fois-ci, on va pouvoir s'aider sur des documents assez longs d'un outil, d'un assistant d'intelligence artificielle qui va permettre de revoir ou de refaire un petit peu tout ça. Ensuite, c'est aussi évidemment la possibilité de faire de l'annotation collaborative et d'avoir des explications complémentaires à certaines choses qu'on ne comprend pas. Donc, on n'est pas forcément obligé de sortir de l'outil pour avoir des liaisons avec l'extérieur, puisque l'outil ayant de l'IA, il a donc une base de données d'intelligence artificielle qui va pouvoir répondre à nos différentes questions aussi lorsqu'on se pose une question ou lorsqu'elle intervient. Alors pourquoi Aforé? Ben, ça peut être pour rationaliser la gestion des références. Évidemment, rien d'hyper innovant en termes de références par rapport à un document, un logiciel comme Zotero. Vous verrez par la suite sur une dia prochaine. Si jamais un jour vous décidez de passer à Forai, ben, il y a la possibilité d'exporter directement ou d'importer en tout cas directement tout le contenu de vos autres logiciels à l'intérieur de l'outil. Donc, comme on le disait tout à l'heure, faciliter la notation, la prise de notes, automatiser la gestion de citations, améliorer la recherche. Et puis, le but, le pourquoi il a été créé, ben, c'était de répondre à un besoin réel, puisque ce sont des personnes qui avaient évidemment besoin de cet outil pour pouvoir, pour le créer, et ils ont répondu à leurs propres besoins. Alors, en termes de rédaction de documents, cet outil va permettre de facilement insérer des citations. Vous verrez tout à l'heure, il y a la possibilité soit d'installer une extension vers Word et donc de travailler directement dans Word et de faire appel
aux citations, aux documents de Aforé directement à l'intérieur de notre logiciel de traitement de texte, et où on peut aussi directement rédiger des contenus à partir de l'outil avec son assistant IA. Et donc, pareil dans Word, une fois que l'extension est installée, on va pouvoir directement avoir sur la partie droite de Word un assistant IA qui va pouvoir directement faire la liaison avec le Aforé online. Et donc, ça, c'est une petite particularité aussi qui est prévue ici. Alors, vous pouvez évidemment importer toutes vos références, les résultats de votre recherche dans le document qui va être rédigé. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Et puis, on va pouvoir traduire, changer le ton, corriger la grammaire et tout ce qui peut être lié à de l'IA à l'heure actuelle, puisque l'outil, évidemment, est entièrement lié à ce type de nouvelles pratiques. Alors, en termes de gestion de projets de recherche, on va avoir évidemment le gestionnaire de référence. À l'intérieur de cet outil, il va y avoir un carnet de notes. Donc là, on va pouvoir, comme je le disais, directement créer des notes annotées, surlignées sur les articles, sur les contenus à l'intérieur de l'outil. Et puis, on va avoir les citations, les métadonnées de vos articles, comme on peut l'avoir aussi dans un logiciel comme Zotero. Euh, donc, c'est quelque chose qui tend à aller vers les mêmes pratiques. Euh, le style d'annotation va être varié puisque, un peu comme on peut le retrouver dans la plupart des logiciels de ce type, vous avez évidemment tous les styles de notation et de citation à l'international qu'on peut retrouver et adaptés à toutes les langues possibles et imaginables qu'on peut retrouver. La seule vraie grande plus-value ici, c'est qu'on va, dans la version gratuite, avoir déjà un assistant IA, avec, dans cette version gratuite, des assistants IA gratuits. Et puis, si on va dans la version payante de Inforé, on a alors la possibilité de choisir le modèle d'intelligence artificielle qu'on veut, et donc d'avoir là, par exemple, un ChatGPT 4 qui serait disponible, ou d'autres modèles payants chez d'autres structures d'intelligence artificielle. Alors, ça permet évidemment aussi de simplifier la collaboration. Au niveau de l'outil, on va pouvoir avoir des bibliothèques partagées, donc créer des bibliothèques d'équipe pour faciliter justement l'accès aux ressources communes. On va pouvoir travailler sur des notes collaboratives et donc là aussi avoir un travail plus efficace en équipe. Et puis partager aussi le résultat des recherches qu'on a fait au niveau de l'IA avec nos collègues. Et donc ça aussi, c'est quelque chose qui peut s'avérer assez utile. Euh, je rappelle quand même que quand on parle d'intelligence artificielle, de toujours bien vérifier ce qui a été dit, même si ici, dans ce cadre-ci, généralement, les logiciels vont cadrer la recherche à l'intérieur du document. Donc, il y a moins de risques d'hallucination, pardon, ou de fausses informations. Mais quand il y a une demande qui n'est pas liée à un document à l'intérieur de l'outil, faites toujours attention, puisque là, à ce moment-là, il risque d'aller chercher à l'extérieur dans la base de données de l'outil. Alors, en termes de format de documents qui sont supportés au niveau de cet outil, c'est évidemment tout ce qu'on peut retrouver de manière générale un petit peu partout chez Zotero aussi, hein. PDF, DocX, le format EPUB. On a du format texte, le format Markdown, le format PowerPoint. On peut télécharger directement des articles de presse, des articles de journaux, des extraits de livres à partir d'une URL et donc de pouvoir directement le placer à l'intérieur et utiliser aussi directement les Digital Object Identifiers pour pouvoir les ajouter dedans et donc y compris tout ce qui est archive, PMID et ISBN. Donc tout ce que l'on peut retrouver dans les autres logiciels se retrouve également du côté de Aforaï. Alors, vraiment, la grosse différence à l'heure actuelle, en tout cas dans l'outil ici par rapport un de ses concurrents qui est Zotero, c'est vraiment le fait qu'il y ait un assistant de recherche à l'intérieur de l'outil, ce qui va nous permettre quand même sur des documents très longs de pouvoir assez rapidement aller chercher des morceaux du document ou interroger sur des documents assez rapidement
et de manière assez efficace. Donc, mode de récupération des documents pour pouvoir y effectuer des recherches à l'intérieur. Euh, il a le mode sémantique scolaire, c'est-à-dire que vous pouvez aller chercher jusqu'à dans la base de données de Google Scholar jusqu'à plus de 200 millions d'articles. Et il a le mode Google, donc on peut évidemment obtenir des réponses à jour sur des informations depuis n'importe où en ligne. Donc ça reste quand même quelque chose qui est intéressant aussi. On va pouvoir vérifier facilement les sources puisque à partir du moment où on construit nos documents dans l'outil ou dans le Word, on va pouvoir directement faire la liaison avec le système de citation et le système de visualisation des sources. Et donc, on va avoir ici chaque fois la possibilité de les inclure dans nos documents. euh, assez simplement aussi. Je vais vous montrer tout ça par après. Donc, vous avez accès à la bibliothèque Aforé dans Word. Donc, via l'extension, on peut obtenir directement toute sa bibliothèque de documents à l'intérieur de Word. On a la possibilité d'y effectuer des recherches et donc, sans quitter Word, de pouvoir tout de suite travailler la recherche et l'assistant. Je vous montrerai ça après. Et ce qui est surtout intéressant aussi, pour ceux qui auraient déjà travaillé un petit peu avec l'intelligence artificielle précédemment ou qui auraient suivi une de nos formations avec la PBFB, eh bien, vous avez la possibilité aussi de créer vos propres prompts, donc vos propres requêtes à l'intérieur de l'outil. Ce qui veut dire que vous pouvez directement, si vous faites un travail de recherche spécifique, préparer une requête spécifique à l'intérieur du document. Et chaque fois que vous passez sur un nouveau document, vous relancez la même requête et elle va s'effectuer directement et récupérer les informations que vous avez. Donc là, on a vraiment quelque chose qui permet d'accélérer en tout cas la recherche à l'intérieur de certains documents avec une personnalisation de cette recherche et cette construction, voire même de cette reformulation, puisqu'on pourrait, via des demandes, des requêtes, des prompts, faire des requêtes très spécifiques avec demande de reformulation dans la foulée. Donc là, voilà, on peut éviter en tout cas le syndrome de la page blanche aussi, puisque ça permet à cet outil de pouvoir le faire. Donc, comme on le disait, un petit résumé ici, en termes de fonctionnalités supplémentaires par rapport à des outils comme Zotero, ben, on va vraiment avoir ici le modèle d'IA multiple. Donc, une fois qu'on est dans la version gratuite, on est limité évidemment aux outils d'IA gratuits, mais une fois qu'on va dans la version payante, on peut choisir des modèles d'IA tout à fait payants et plus performants en termes de compréhension du contexte. La sécurité des données, c'est quand même quelque chose sur lequel ils se sont fortement basés aussi. Attention toutefois, ça reste un outil qui a sa structure qui est basée en Californie, donc voilà, ça reste quand même des choses à surveiller malgré tout. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, l'importation facile. Donc, vous pouvez, si un jour vous souhaitez passer vers un outil comme celui-ci, importer votre bibliothèque depuis Zotero, Mendeley, EndNote et tout autre logiciel du même genre qui propose des outils similaires à l'outil Afor AI. Et donc, c'est toujours intéressant de pouvoir le voir. Je vous ai mis ici dans ce tableau-ci toute une série de comparaisons par rapport à Zotero, prendre celui qui me semblait le plus répandu parmi toutes les personnes que j'ai pu avoir en formation au niveau bibliothécaire. Donc, on voit que c'est très fortement, évidemment, le même genre de choses qu'on va pouvoir retrouver. On a du côté de chez Aforé, évidemment, la partie AI qui est un peu plus présente ici. On le voit, hein, l'assistant de recherche, l'analyse de documents. Pour le reste, on va avoir quasiment la même chose. Attention toutefois que chez Zotero, on est dans quelque chose d'entièrement gratuit de manière standard, et alors que chez Aforai, il y a une version gratuite et une version premium qui permet de faire certaines choses, puisque la version premium sert à payer principalement les différents outils d'intelligence artificielle qui sont présents dans le système. Et pour faire une petite liste rapide d'avantages et d'inconvénients, on se retrouve du côté évidemment d'Aforé avec cette recherche intégrée de l'IA, la capacité de résumer
plusieurs articles et une interface relativement intuitive. Du côté de chez Zotero, évidemment, c'est la gratuité et le côté open source, contrairement à Forai, qui n'est pas open source, hein, c'est bien un logiciel propriétaire. Aforé n'a pas encore une aussi grande communauté de support en ligne que ce qu'on va retrouver du côté de chez Zotero. Et Zotero a déjà beaucoup de possibilités de s'intégrer directement au navigateur web, alors qu'ici, par exemple, du côté de chez Aforai, ils n'ont pas encore sorti l'extension de navigateur. Je dirais que ça ne devrait pas tarder, mais ça n'est pas encore tout à fait disponible pour le moment. Alors, quelques inconvénients quand même, d'un côté comme de l'autre. Forcément, dans le Aforai gratuit, moins de fonctionnalités que Zotero. Communauté d'utilisateurs plus restreinte, comme je le disais, et donc forcément, quand on a un souci ou quand on a des questions, on n'a pas toujours la réponse à disposition, et moins d'intégration avec les navigateurs web. Du côté de chez Zotero, la limite de stockage est de 300 mégas. Je pense de mémoire que du côté de Aforai, on est à 5 gigas. Donc tout de suite, c'est quand même un petit peu plus intéressant. Il y a une application de bureau du côté de chez Zotero. Aforai est un outil entièrement en ligne, en tout cas pour le moment. Et puis, du côté de chez Zotero, évidemment, il y a des fonctionnalités qui sont difficiles parfois à trouver ou à utiliser. Chez Aforai, évidemment, il y a moins de fonctionnalités à l'heure actuelle, donc il y a moins de complexité à pouvoir prendre l'outil en main. Alors, je sors quelques secondes, quelques minutes de cette présentation PowerPoint pour aller vous montrer un petit peu justement à quoi ressemble cet outil Aforai. Et donc, on est ici voilà, sur l'adresse aforai.com. On se retrouve alors sur cet outil où vous allez pouvoir évidemment vous connecter, vous créer un compte directement gratuitement. En termes de pricing quand même, juste pour faire le tour peut-être rapidement, euh, on est sur des tarifs, euh, je dirais quand même pas trop cher en fonction des fonctionnalités qu'on veut avoir. Faites attention tout de même que il y a un paiement annuel et un paiement mensuel. Donc, si les prix que vous voyez ici en grand sont bien les paiements annuels, si vous le prenez en paiement une seule fois, faites attention, les prix mensuels sont ici en dessous. Et vous voyez que dès la version professionnelle, même déjà dans la version student, on est à 5 gigas de stockage. On est à 500 mégas dans la version gratuite et on est à 10 gigas et puis en illimité si on va de l'autre côté. Donc là, en termes de stockage, on va retrouver quelques petits points d'intérêt à ce niveau-là. Alors, Aforai ressemble lorsqu'on se connecte à ceci. Donc, petite précision, comme je le disais tout à l'heure, on est bien ici dans un outil online, hein, donc c'est quelque chose qui permet de travailler de manière uniquement en ligne. Donc ça, c'est un petit problème quand même, dans le sens où à l'heure actuelle, vous n'aurez pas la possibilité de télécharger le logiciel. Donc s'il y a une coupure Internet, ça fait partie quand même aussi, contrairement à Zotero, des petits points de faiblesse. Alors, dans la partie, une fois qu'on est dans le logiciel, je dirais que l'interface est quand même relativement simple. Vous avez ici, dans le logiciel, en bas à gauche, votre profil. Donc, la possibilité de voir si vous êtes en plan gratuit ou en plan payant, de pouvoir aller définir vos paramètres de compte et de pouvoir jouer évidemment un petit peu là-dessus. Vous voyez tout de suite ici en dessous une barre de stockage, donc c'est vraiment le pourcentage d'éléments qui ont déjà été stockés. Et puis vous avez ici quand même toute la liste des raccourcis clavier qui peuvent être utilisés directement à l'intérieur de ce système. Alors, vous pouvez ici en haut voir les documents que vous avez déjà en partie rédigés et la possibilité de voir toute une série de paramètres liés à ces documents. Et donc, le nom du document, le style de citation qu'on a choisi, le fait qu'on décide si oui ou non on est en automatique bibliographie. Attention toutefois que ça reste une fonctionnalité premium.
Donc là, de toujours faire attention à ça. Et lorsque vous êtes ici dans vos documents, vous avez la possibilité évidemment de créer un document, un nouveau document. Donc vous voyez qu'alors le nom va pouvoir être choisi. Donc webinaire 10 et 12, voilà. Et à partir de là, ben, c'est du système de Markdown. Donc je ne sais pas si tout le monde connaît le Markdown. Oui, non. OK. Généralement, donc dans un système Markdown, c'est un petit peu comme des blocs-notes qu'on retrouve maintenant en ligne. Le Markdown, c'est un langage. Donc, par exemple, quand on écrit dans un logiciel qui accepte le Markdown, si on écrit, par exemple, étoile, étoile, un mot, et puis étoile, étoile, le mot va se mettre en gras. Donc, c'est un style d'écriture qui permet de mettre de la mise en forme dans un logiciel sans devoir utiliser des choses particulières. Et donc, on le voit ici, par exemple, dès que je choisis, dès que je mets une barre oblique, j'ai la possibilité d'avoir des menus qui me permettent de travailler. Et donc ici, de mettre des titres principaux, etc. Donc, c'est de la mise en forme liée à ce genre de système. Ce qui est intéressant, évidemment, aussi dans tout ça, c'est que vous allez pouvoir y insérer des citations. Donc ici, on est dans le système d'écriture, ce qui me permet directement d'aller chercher potentiellement dans ma bibliothèque, après des citations que j'aurais déjà refait ou trouvées, ou après des citations qui sont déjà dans le système. Donc, si je veux insérer la citation, je peux alors cliquer ici ou voir la référence. Dans ces cas-là, il m'envoie directement sur le document en question. Donc, j'ai toute une série de petites choses qui sont possibles ici. J'ai ici, sur la partie supérieure du document, pendant que je suis en train de l'écrire, la possibilité de faire de la recherche. Donc, j'ai un assistant de recherche qui est ici. Et cette fois-ci, vous voyez que j'ai une particularité, c'est que la fenêtre vient de s'ouvrir sur la partie droite de mon interface. J'ai dans le bas de cette interface un système de chat qui va me permettre d'utiliser des prompts, d'aller chercher des documents, donc de connecter un système de fichiers. Donc là, par exemple, j'ai déjà des ressources à l'intérieur. J'ai mis, par exemple, l'IA Act à l'intérieur de ce document. Voilà, dans ma bibliothèque de documents. Je viens sélectionner l'IA Act. Je peux en sélectionner un ou plusieurs. Et à partir de là, je vois que je connecte. Donc, vous voyez que le statut est bien connecté au niveau de mon document. Ce qui veut dire qu'ici, je vais pouvoir tout de suite faire une citation. Dès que ça commence par arrobase, j'ai mes documents qui sont là en citation. Si je mets plusieurs documents en liaison, je peux alors avoir automatiquement plusieurs citations qui seraient faites. Donc ici, je viens citer dans le document et je peux chercher, par exemple, euh, quels sont les domaines qui vont être impactés par l'IA Act. Vous voyez qu'ici, il se met à réfléchir, vous voyez qu'il récupère des informations à l'intérieur du document, et donc on est bien ici dans une lecture avec de l'intelligence artificielle à l'intérieur, et donc cette fois-ci, il va commencer à fournir une réponse avec directement des éléments qui sont repris avec les citations à l'intérieur du document. Donc là, ça devient quand même intéressant parce que il va nous ramener chaque fois à notre document avec les différentes citations possibles. Et donc, tout ça est fait par l'IA. Vous voyez qu'ici, dans le bas du système, j'ai d'ailleurs la possibilité de venir choisir différents modèles d'IA. Donc, puisque je suis ici en version payante, j'ai les versions de ChatGPT payantes, les gratuites, la toute première d'ailleurs, et puis on a aussi les versions de Claude qui sont ici, ou alors de travailler directement avec le modèle customisé de chez Afor AI. Donc j'ai vraiment la possibilité de choisir. Ce qui est intéressant aussi, c'est que lorsque je suis en train d'écrire ce document et que je fais des recherches ici sur le côté, je vais pouvoir soit copier directement ma réponse, soit l'intégrer directement à l'intérieur du document. Donc quand je clique ici, tout de suite, la réponse qui a été faite
est intégré à l'intérieur de ce document et va pouvoir être travaillé de manière générale dans le système. Je peux aussi régénérer une réponse, et donc si la réponse-là ne m'a pas plu, je peux régénérer la réponse. Ce qui est intéressant également, c'est que vous avez ici sur la partie inférieure dans le chat un outil qui s'appelle Use Prompt. Et quand je clique ici dessus, j'ai directement des prompts qui ont déjà été préfaits. Donc, pour ceux qui n'auraient jamais donné, reçu de formation à l'IA, un prompt, c'est quelque chose qui est une requête qu'on va faire à l'intelligence artificielle. C'est une demande. Cette demande, elle doit être formulée de manière assez cadrée pour que l'IA puisse venir rechercher quelque chose. Admettons que vous faites des recherches, par exemple, régulièrement sur des textes de loi et vous aimeriez savoir en quoi les nouvelles réglementations vont impacter vos différentes structures. S'il n'y a pas encore de prompt lié à ce genre de choses, on peut, dans la version payante, créer un prompt soi-même, lui donner un nom, donc impact des lois sur ma structure. Voilà, et on va pouvoir ici y mettre une requête. Cette requête, elle est importante parce qu'elle va permettre de faire des recherches automatiques à l'intérieur de tous les documents selon ce qu'on aura demandé les prochaines fois. Donc, par exemple, pour ma structure située en Belgique, pour ma bibliothèque, comme ça on va prendre l'exemple de bibliothèque, voilà, située en Belgique, en quoi la réglementation va-t-elle être impactante pour mes équipes? Voilà, on pourrait ici aussi lui demander de cite 5 points positifs et 5 avantages et inconvénients. Voilà, donc là, ici, on peut évidemment aller beaucoup plus loin dans les différents prompts. Je clique sur Créer et ce prompt va alors directement être disponible dans ma bibliothèque de prompts. Ce qui veut dire que peu importe le document que je vais prendre, donc admettons ici, j'ai bien uniquement le document sur l'IA Act, je viens chercher mon prompt et je viens directement prendre ce prompt-là. Vous voyez que la demande est faite, je clique sur Send et il va directement chaque fois aller interroger le document. Et donc là, on a la possibilité de le faire si on est dans un document où on impacte ça dans plusieurs sources. Eh bien, on va pouvoir directement aller chercher à l'intérieur de plusieurs sources quelque chose qu'il va regrouper en une seule et même réponse. Et donc là, ici, par exemple, on va se rendre compte évidemment que si vous ne connaissez pas encore l'IA Act, c'est un document que je vous invite à aller télécharger assez rapidement, puisque l'IA Act va être en activité et rentrer en application à partir de août et sera en activité complète à partir de début 2025. Et l'IA Act va impacter toute structure qui potentiellement travaille avec un outil d'intelligence artificielle. Et je prends par défaut un outil que tout le monde doit avoir généralement, c'est la suite Office 365. Si vous êtes en suite Office 365, par défaut, dedans, il y a Copilot gratuit, inclus dans la structure. Déjà, le Copilot Pro, mais gratuit. Ce qui veut dire qu'à partir de là, vous êtes d'office impacté par l'IA Act. Et je le rappelle aussi, pour ceux qui ne connaîtraient pas l'IA Act, il impacte d'office tout le secteur de l'enseignement ou de la formation. Et donc, si dans vos bibliothèques ou dans vos structures respectives, vous êtes amené à faire des formations, eh bien, de manière générale, à organiser des formations, pas juste à aller les suivre, hein, vous êtes alors de manière générale, par définition, d'office impacté dans le système. Et donc, vous voyez qu'ici, il a répondu plus clairement à ma question. Il a bien été chercher les avantages, 5 avantages, 5 inconvénients et une petite conclusion. Ce qui est intéressant, évidemment, c'est que, par exemple, si je vais dans l'écriture, dans un autre document où j'étais en écriture, si j'ai plusieurs autres documents que j'avais chargés dans ce document-ci, eh bien, je vais pouvoir faire la même chose
revenir rechercher le nouveau prompt que j'ai fait, l'impact de loi sur ma structure, et tout de suite pouvoir aller interroger toutes les sources qui sont liées à mes documents. Et donc là, cette fois-ci, la réponse sera différente. Vous voyez aussi que j'ai changé de document ici sur le côté. Mon assistant de recherche reste, et donc ça, c'est toujours intéressant aussi, puisque vous avez la possibilité d'avoir tout ça sous la main de manière assez standard. Sur la partie gauche, vous avez également ici des petites bulles de chat. Et ces petites bulles de chat vous permettent d'arriver aussi dans une vraie fenêtre de discussion avec l'assistant. Et c'est toujours la même fenêtre dans laquelle vous vous trouvez. Et donc, vous avez la possibilité de pouvoir travailler. Vous avez un chat historique, un nouveau chat possible. Donc, on peut lancer des nouvelles discussions. Et on peut tout de suite, évidemment, aller interroger aussi les documents, puisqu'on a un file viewer qui est ici au-dessus, avec la possibilité de connecter à tout moment de nouveaux documents dans le système. Ce qui veut dire que là, je réponds peut-être à des questions qui ne sont pas posées. D'autocitation, si on intègre sa réponse dans le corps du texte, dans la charte d'utilisation des IA génératives de notre établissement. Oui, logiquement, vous avez la possibilité de rajouter ce genre de choses en autocitation. Donc, normalement, ça ne poserait pas de souci si vous souhaitez le faire et le mettre en place ici à l'intérieur de Aforai. Il y a vraiment pas de problème à ce niveau-là du tout, en fait. Donc, vous pouvez le faire sans aucun souci. Et vous avez d'ailleurs ici toute la bibliothèque. Donc, à tout moment, on va pouvoir venir gérer, exporter nos citations, générer des citations. Et donc, on va pouvoir, à partir de là, y appliquer toute une série de choses. On va pouvoir directement, à partir d'un document aussi, choisir d'utiliser ce document en recherche, donc dans l'assistant, de gérer ça par dossier, de classer tout ça par dossier. Vous voyez qu'ici, dans la bibliothèque, j'ai la possibilité d'importer les données, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il fait aussi de la reconnaissance OCR, donc on peut appliquer directement des documents scannés avec une reconnaissance de caractère. Donc on a quand même quelque chose de relativement complet. Et comme je le disais aussi au début de la présentation, ben, vous avez ici, par exemple, Aforai Site Extension. Donc, on a ici une extension qui est installable sur Word et qui, alors, vous amène l'outil directement à l'intérieur du logiciel Word. Et vous voyez que quand je vais aller ici dans mes compléments, j'ai directement Aforai qui est ici et je peux alors travailler comme je viens de le faire dans le système de rédaction en y ajoutant mes propres documents, mes propres références et surtout, l'assistant de recherche est présent ici aussi. Ce qui veut dire que je peux de nouveau aller connecter des documents ici à l'intérieur à partir de mon système pour pouvoir aller directement rechercher des sources dans Word. Alors, la propriété intellectuelle en utilisant l'IA, ben, là, forcément, ici, on est sur des modèles IA de manière générale. Quand on est dans la version gratuite, sur des modèles IA gratuits, quand on est dans la version payante, sur des modèles IA payants, il y a toujours des choses à aller vérifier. Ben, déjà, je le disais, la société à qui appartient le logiciel est en Californie. Donc là, forcément, on n'est déjà pas sur les mêmes éléments que chez nous. Par contre, quand on va regarder dans leurs conditions générales, on retrouve quand même euh, un paragraphe sur le RGPD en disant qu'ils le respectent, mais ça reste quand même aussi assez flou puisque ils rajoutent quand même des phrases du style si le gouvernement en fait la demande, les données peuvent être et ça, ce sont les réglementations californiennes évidemment qui sont liées à ce genre de choses. De manière générale, au niveau de l'IA, ben, faites toujours attention quand même. Maintenant, de plus en plus, les outils qu'on utilise comme ceci utilisent ce qu'on appelle des API pour se connecter aux IA. Et les API n'utilisent pas les données à l'entraînement. Ce qui veut dire que logiquement, les données que vous utilisez ici dans le système ne sont pas reprises à l'entraînement des intelligences artificielles. Donc, il n'y a pas de passation de données sensibles entre l'outil en lui-même et l'intelligence artificielle de manière générale.
Mais voilà, faut toujours être prudent quand même dans ce genre de situation. Ça reste de bons outils. Maintenant, voilà, tout dépend de ce qu'on veut y mettre. J'irai quand même pas y mettre mes comptes bancaires et mes données financières de la structure, par exemple. Ça, je vous déconseille ça dans quasiment de toute façon tous les outils d'intelligence artificielle qu'on pourrait imaginer à l'heure actuelle. Alors, dans la suite ici, ben, je vous propose qu'on passe évidemment, puisque 1 heure, ça passe très vite, sur les deux derniers outils. Le prochain outil est un outil qui s'appelle Notebook LM. C'est un outil qui appartient à la société Google. Donc, Google a son IA qui s'appelle Gemini, qui est passé cette semaine en version 2.0, qui jusqu'à maintenant, dans sa version professionnelle, était en version 1.5 et qui, dans sa version gratuite, était en version 1.0, je crois, ou 1.5 aussi. Euh, Gemini a une petite particularité, c'est qu'il est assez doué avec la lecture de grands documents. Et donc des documents de 1500 pages, il arrive très facilement à analyser ce type de documents. Et Google a pris les devants pour une fois et a décidé de mettre en place un outil qui va capitaliser justement sur cette bonne capacité à lire les documents longs. Et cet outil s'appelle Notebook LM. Donc notebooklm.google et vous arrivez sur cet outil. Alors en fonctionnalité principale, on est ici sur un espèce de multi-bloc-notes, donc vous allez pouvoir créer chaque fois des bloc-notes différents, avec la possibilité d'y insérer une cinquantaine de sources par bloc-notes. Dans chacun des bloc-notes, on peut y mettre des vidéos YouTube, de l'audio, du texte, des Google Slides, des Google Docs, des PDF, des documents Word, etc., etc. Et on va alors de nouveau, un petit peu comme on vient de le faire du côté de chez Afor AI, pouvoir aller interroger tout l'ensemble des documents à tout moment. Et chaque fois, par contre, petite particularité ici, chaque fois que l'IA va répondre, elle va vous offrir la possibilité de créer une note dans votre bloc-notes. Et donc là, on va pouvoir alors créer des notes sur des recherches particulières. À tout moment, on va pouvoir décocher ou recocher certains documents. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que chaque fois qu'il nous donne une réponse, il va nous donner un lien à côté de la réponse pour tout de suite nous amener vers la ressource qui a été utilisée et la mise en valeur de la partie de la ressource qui a été utilisée pour pouvoir faire tout ça. Donc, on a de l'importation, on a de la génération de contenu, il fait de la citation précise à l'intérieur des documents et il fait de l'analyse virtuelle puisque là, on est quand même dans quelque chose qui est assez intéressant. Alors, depuis que je l'utilise personnellement, ben, j'ai quand même remarqué sur la lecture de très grands documents un énorme gain de temps parce que ça va me permettre d'analyser beaucoup plus rapidement des documents très longs comme l'IA-Act, le RGPD, des choses comme ça, ou des textes de loi imbuvables. Et bien là, on a ce genre de choses. Ce qui est aussi intéressant, c'est la simplification qu'on peut avoir avec cet outil, puisque de nouveau, on est face avec de l'IA. Donc des choses qui nous paraissent compliquées, on peut tout de suite lui demander de simplifier, de vulgariser et donc de préparer déjà du contenu aussi pour nos publics, ce qui peut être tout à fait intéressant. Alors, le fait qu'il génère des résumés et des synthèses rapides ben, va nous permettre quand même d'améliorer aussi la production de contenu et de collaborer aussi, puisque de nouveau, on va pouvoir partager les différents bloc-notes avec différentes personnes. La plupart des outils, enfin de l'outil, la plupart du temps est utilisé principalement pour l'instant, en tout cas dans les personnes que j'ai pu avoir et ce qu'on retrouve sur le web, recherche académique, construction de présentations professionnelles, support pédagogique, analyse de rapports d'entreprise, ça fait partie de ce genre de choses. Alors, ça a très fortement changé hier et aujourd'hui parce qu'en fait, Google a fait une annonce justement sur une modification. Ils ont rajouté notamment, alors ce n'est pas prévu ici dans la présentation, mais ils ont rajouté notamment la possibilité de créer directement du contenu audio. Et donc, à partir des notes, ils peuvent créer tout de suite un podcast, actuellement encore uniquement en anglais,
Et chose encore un peu plus particulière, c'est que il y a deux voix qui vont être créées pour le podcast. Et ensuite, l'utilisateur peut lui aussi intervenir avec ces voix-là et poser des questions directement au podcast. Donc c'est assez particulier, mais c'est encore assez récent. Je vous inviterai à aller voir l'annonce qui a été faite notamment sur YouTube. Il y a une annonce vraiment qui a été faite cette nuit ou hier avec une petite vidéo de 40 minutes qui explique toutes les nouvelles fonctionnalités. Alors, c'est intégré à la suite Google Workspace, mais c'est aussi disponible gratuitement. Donc, il va y avoir deux modes, un mode gratuit, mode premium. C'est synchronisé évidemment puisque c'est dans notre lié à notre compte Gmail. Donc, si vous avez déjà une adresse Gmail, vous pouvez déjà utiliser l'outil. Il y a un accès simplifié. Vous verrez que c'est vraiment pas compliqué du tout à prendre en main. Et puis, on est avec une possibilité de collaboration en temps réel. En termes de sécurité et de confidentialité des données, j'ai envie de dire que c'est un petit peu l'hôpital qui se fout de la charité. Quand on entend une société comme Google qui dit qu'elle protège vos données, toujours être quand même relativement prudent. Mais malgré tout, en tout cas, c'est la promesse qui est faite et c'est ce qui est mis dans les conditions générales d'utilisation. Donc, vérifiez quand même, par contre, par rapport à la version gratuite, pour voir si les mêmes conditions d'utilisation sont utilisées. Le contrôle total, les utilisateurs gardent le plein contrôle sur leurs documents et au niveau des normes, les normes de confidentialité établies par Google sont présentes. L'outil est disponible dans déjà 200 pays, pas encore dans toutes ses fonctionnalités. On peut y accéder à partir de notebooklm.google et évidemment un compte Google est requis puisque c'est un outil Google. Dans sa version gratuite, vous avez l'importation limitée de documents à 50 à moins que ça ait changé cette nuit. Génération de résumés simples, analyse de base du contenu. Dans la version plus, on va pouvoir avoir une importation illimitée, une analyse approfondie et personnalisée et des fonctionnalités de collaboration avancées au niveau du système. Alors, je quitte quelque peu la présentation pour aller vous montrer justement cet outil Notebook LM. Je vais passer sur ce compte-là. Voilà. Donc, vous avez ici sur l'outil Notebook LM, donc une fois que vous êtes connecté à votre compte Gmail, la possibilité de venir ici à l'intérieur de ce système. Vous pouvez y créer des blocs-notes. Tout ce que vous voyez ici, ce sont des blocs-notes. Et chaque bloc-notes que vous allez créer va être capable d'importer des fichiers, donc PDF, texte, Markdown, audio, etc., MP3, tout ça, du Google Docs, du Google Slide, des sites web directement, du système YouTube, donc des vidéos YouTube et du texte copié. Et donc là, vous voyez que comme je suis, en effet, ça vient d'être augmenté, comme je suis moi dans un espace Google Workspace payant, j'ai 300 documents possibles. Dans la version gratuite, on est limité à 50 documents, me semble-t-il, à moins qu'ils aient augmenté la version gratuite à 300 et que la payante serait illimitée. Alors, si je viens ici, par exemple, sélectionner des documents, je vais pouvoir très facilement aller chercher des documents à l'intérieur de mon système. Et donc, on va pouvoir retrouver tout type de choses. Je vais prendre, par exemple, quelques documents. Voilà. Voilà, donc vous voyez qu'il les exporte sur le côté tout de suite. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut, par exemple, aller chercher sur YouTube des vidéos. Donc, si je vais chercher une vidéo sur Outlook, voilà, je vais prendre par exemple cette vidéo-ci. Voilà, je reviens de ce côté-ci. Je peux rajouter une source. Je viens ajouter une vidéo YouTube. Je colle ma vidéo et automatiquement, vous voyez qu'elle s'importe ici sur le côté. À tout moment, je vais pouvoir directement cocher ou décocher les sources et communiquer avec ces différentes sources. Donc ici, par exemple, je pourrais lui demander résume le contenu de tous les documents.
Voilà, vous voyez qu'il se passe en mode recherche et vous voyez que j'ai bien ici 6 sources qui ont été sélectionnées. Donc, comme l'entièreté est toujours sélectionnée, il est bien en train de travailler sur les sources complètes. Comme je lui demande de faire une recherche approfondie sur tous les documents, ben, il va essayer d'aller chercher maintenant à l'intérieur de chacun et me propose tout de suite une réponse de tous mes documents qui ont été repris. Vous voyez qu'ici, la première source, ensuite il parle du document base PDF, puis expert PDF, tour d'horizon 365 et document catalogue. Vous voyez également que vous avez chaque fois des numéros ici. Ces numéros, quand je clique dessus, il va automatiquement me montrer la partie du document qui a possiblement été utilisée pour pouvoir faire la partie de réponse qu'il donne ici. Et donc, vous voyez qu'il met tout de suite en avant cette partie-là dans le système. Si par exemple, je viens ici, toujours dans mon système, décocher toutes les sources et ne recocher par exemple que la vidéo, liste, les 12 astuces Outlook. Et donc là, on va pouvoir aussi très facilement aller faire des résumés à l'intérieur de nos vidéos et donc de se retrouver avec des choses beaucoup plus faciles à lire. Faites attention toutefois, même si a priori de ce que j'ai pu le tester jusqu'à maintenant, on est quand même dans quelque chose de correct. On n'est jamais à l'abri d'une fausse information ou d'une erreur. Donc soyez quand même toujours vigilant si jamais vous ne connaissez pas le document que vous interrogez. On ne sait jamais de manière générale. Alors vous voyez justement, je vous parlais d'une nouvelle fonctionnalité qui est sortie cette nuit. C'est celle-ci, c'est le résumé audio qui est là. Conversation approfondie entre deux autres, en anglais uniquement pour l'instant. Mais ça veut dire que je peux générer ici tout de suite un résumé audio de tout ce que j'aurais pris comme note et partir avec sous forme de podcast, par exemple, pour l'écouter dans le train, dans la voiture, et de ne pas avoir besoin de forcément être connecté à l'outil pour pouvoir le faire. Vous le voyez aussi, en dessous de chacune des réponses, j'ai ici enregistré dans une note. J'ai un bouton copier aussi, donc je peux copier directement la réponse. Si je l'enregistre dans une note, ben, j'ai automatiquement dans mon carnet les notes qui viennent se placer ici sur le côté. Et donc, à tout moment, je peux venir regarder la note, je peux la supprimer et je peux bien sûr revenir à mon version studio. Donc, je peux naviguer à l'intérieur de mon bloc-notes puisque je suis ici dans un seul bloc-notes dans lequel j'ai ajouté les sources. Vous avez ici au-dessus toute une série de paramètres. Choisissez la longueur de la réponse, par défaut, plus longue, plus courte. Donc, on peut évidemment venir choisir quelques petites choses. Le style de conversation, est-ce que c'est par défaut, est-ce que c'est plutôt une analyse, un guide ou quelque chose de personnalisé? Et donc là, vous avez quand même la possibilité de pouvoir le faire. Vous voyez qu'ici au-dessus, j'ai aussi la possibilité de partager la conversation. Et donc, vraiment ici, on peut aller travailler à plusieurs, soit sur le notebook entier, soit sur une discussion uniquement, et donc de pouvoir placer ce lien en partage aux personnes avec qui vous souhaitez travailler. Et puis j'ai ici des données analytiques qui sont prévues, c'est pas encore disponible, mais vous verrez que c'est quand même la possibilité de le faire. Et puis vous avez la possibilité de pouvoir faire quelques petites options particulières. L'outil n'est pas plus compliqué que ça. Est-il possible d'avoir un résumé en français de différents documents sources rédigés dans différentes langues? Oui, comme c'est une IA avec laquelle vous communiquez, c'est pareil aussi du côté de chez Aforai. En fait, c'est pareil dans tous les outils utilisant une IA générative. L'IA parle plus de 150 langues et dialectes. Donc, si vous voulez avoir un résumé en wallon, alors je ne sais pas si Google sait faire le wallon, euh, résume en wallon. OpenAI peut le faire, donc ChatGPT peut le faire. On va voir si lui est capable de le faire. Mais vous pourriez très bien mettre un document en anglais. Voilà, vous voyez que ici, on a en effet les points qui ont été résumés en wallon. Si je lui demande maintenant une traduction en anglais, c'est toujours tout l'avantage d'outils IA tels que ceux-ci, c'est que vous allez pouvoir directement communiquer avec vos outils dans n'importe quelle langue. Donc là aussi, vous pouvez donner n'importe quel document en entrée de n'importe quelle langue, tant que l'IA la connaît, elle est capable de vous fournir la réponse en français ou de faire l'inverse.
vous fournissez des documents en français et vous le voulez dans une autre langue, elle est capable de le refaire aussi. Donc ça, c'est quand même, je dirais, une assez grande force des outils d'intelligence artificielle, c'est de pouvoir facilement passer d'un côté à l'autre. Alors, si je reviens évidemment à Notebook, ben, vous voyez que je peux switcher d'un bloc-notes à un autre et aller réinterroger des documents et donc vous construire là aussi toute une série de ressources. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a la possibilité de venir ajouter des notes manuelles, hein, donc vous pouvez aussi écrire manuellement vos propres notes et demander aussi un document de synthèse par rapport à toutes vos notes. Donc une fois que vous avez pris toutes les notes, vous demandez un document de synthèse et il est en train de générer, alors vous voyez, génération, il va faire un document de synthèse de toutes les notes que vous avez pu faire à l'intérieur de ce bloc-notes-ci. Et donc là, on est vraiment dans quelque chose qui peut accélérer très fortement le résumé et l'analyse de certains documents. Et vous voyez qu'ici au-dessus, pendant que j'étais en train de discuter, bah, il a mis en place mon petit podcast que je vais pouvoir télécharger pour pouvoir directement partir avec ce système-là. Et donc là, par contre, on est encore dans un podcast en anglais, donc faites attention à ça actuellement, mais prochainement, les langues vont arriver dans la foulée. Et pour clôturer les 2-3 minutes qui restent, en espérant que j'aurai la possibilité de voir tout dans les 3 minutes, c'est un outil qui s'appelle PackPack AI. PackPack est un outil de veille. C'est un espèce d'outil de favori. La seule chose qui diffère d'un simple outil de favori classique, c'est qu'on est capable d'y stocker n'importe quelle ressource présente sur le web. C'est-à-dire que vous avez une image qui vous intéresse, vous passez au-dessus de l'image, vous allez voir l'icône de PackPack qui apparaît, vous cliquez, ça s'enregistre tout de suite dans votre compte PackPack. Donc tout est en sauvegarde en un clic. Il y a une petite analyse de l'IA aussi et la possibilité de poser certaines questions. Avantage évidemment, bah, comme on vient de le dire, dans les autres outils, le gain de temps, la productivité et évidemment une veille facilitée puisque je peux sauvegarder tout type de contenu au même endroit. On peut créer des packages thématiques, donc des dossiers avec des thématiques particulières. Le partage est assez simple aussi. On peut décider de partager un dossier qu'on aurait créé sur une veille. Et on peut collaborer aussi. Attention que dans ces cas-là, si vous collaborez et que vous avez des comptes payants, ben, chaque utilisateur doit être dans un compte payant si on veut utiliser les fonctions maximales. Mais il y a déjà une version gratuite aussi si vous voulez essayer l'outil qui est déjà assez complète de manière standard. Analyse avancée de contenu, donc on va pouvoir extraire du contenu textuel, des insights à l'intérieur de nos documents. Il y a une interface assez simple, je vais vous la montrer tout de suite. Une extension de navigateur, donc vous avez directement quand elle est installée la possibilité d'avoir sur le côté droit de vos pages une petite icône, un petit menu avec 3 icônes pour pouvoir travailler dedans et un mode lecture Z, donc si vous y mettez des articles de presse, si le site n'est pas trop protégé, eh bien vous avez un système de lecture où il enlève toutes les publicités et autres. Donc c'est toujours intéressant de pouvoir le faire. Les points forts, ben, c'est la facilité d'utilisation, l'IA qui est de nouveau présente à l'intérieur, le gain de temps qu'on va avoir en stockant tout au même endroit. Et puis les points à améliorer, ben, pour l'instant il est encore en cours de développement, donc il avance seulement dans ces nouvelles fonctionnalités. Il n'y a toujours pas de version mobile, ça c'est un petit point faible à l'heure actuelle, mais pour moi en tout cas n'est pas trop dérangeant. Et puis ben, il va y avoir des personnalisations plus avancées dans un temps relativement euh, proche. Et je vous montre à quoi ressemble justement cet outil. Voilà, donc quand vous arrivez sur PackPack AI, vous arrivez sur une page qui ressemble à ceci. La page de pricing, ben, vous allez pouvoir retrouver ici quelque chose de relativement simple, hein, puisque c'est soit en version gratuite, soit en version payante. Attention toutefois que version mensuelle de nouveau est à 9,99 €. La version annuelle, si vous le payez en une seule fois, actuellement est à 50%. Donc là aussi, vous allez avoir différentes petites options. Et puis, une fois que ça est là, vous avez la possibilité aussi d'installer le Web Clipper. Et donc le Web Clipper, c'est le petit bouton que vous voyez, les petits boutons que vous voyez ici à droite
de mon écran, ces trois petits boutons vont directement vous permettre d'interagir avec le système. Alors, si je me connecte à l'outil, vous allez voir que c'est assez simple d'utilisation puisque l'interface reste relativement classique et standard. Vous avez ici sur le côté votre icône Home, donc qui vous amène sur cette page-ci, et une icône Package. Les packages, ce sont les dossiers qu'on va pouvoir créer sur des thématiques particulières. Vous voyez par exemple que ici une thématique outil IA où je vais y stocker des éléments. Donc c'est vraiment assez simple. Et puis ici sur la page d'accueil, on retrouve les packages récemment utilisés ou créés, et on retrouve l'ensemble des documents ou des ressources qui ont été sauvées. Vous avez un système de tri qui est ici, avec la possibilité de pouvoir afficher certains éléments et la possibilité d'ajouter manuellement un lien ou un fichier, puisque PackPack permet aussi de stocker vos différents fichiers à l'intérieur. Si par exemple je vous montre, si je viens sur cette vidéo-ci et que je viens ici directement sur le système de PackPack, je peux ajouter un signet ou choisir d'enregistrer. Donc si j'enregistre ici par exemple, voilà, vous voyez que je clique sur enregistrer, vous voyez que j'ai des pointillés sur chaque élément que je veux enregistrer. Donc là par exemple, si je me mets autour de la vidéo, c'est la vidéo. Hop, je clique et puis je viens choisir l'enregistrement. Et donc, à partir de là, le système va pouvoir me permettre d'avoir tout ça. Donc, ici, dans le Pack, voilà, si je vais par exemple sur un article Wikipédia ou Wikipreneur, peu importe, voilà, je vais dans une boîte à outils, je me dis que c'est intéressant, je suis ici, je me dis que la page m'intéresse, je peux de nouveau venir décider d'ajouter le signet. Vous voyez qu'ici, la page est ajoutée, donc page web enregistrée. Je repasse de nouveau sur PackPack, j'actualise ici et automatiquement, vous allez voir que la page est ici. Si par exemple, je vais sur LinkedIn, dans une publication, quelque chose me plaît, un contenu me plaît, voilà, par exemple, j'essaie de trouver quelque chose d'un peu plus long, voilà. Ici, admettons, l'information m'intéresse, automatiquement, alors, on ne le voit pas bien, je vais couper title, pardon, je permets, voilà. Vous voyez que dès que je sélectionne du contenu, j'ai le bouton Pack qui apparaît ici aussi, en plus de ceux-là. Ce qui veut dire que si je clique ici dessus, note rapide d'enregistrer, si je reviens du côté de chez PackPack et que j'actualise ma page, vous allez voir que cette fois-ci, c'est une note qui a été faite. Et donc, j'ai bien ici le contenu de la publication. Et donc, on a vraiment la possibilité de pouvoir travailler. Je peux taguer évidemment la publication aussi. Et vous voyez aussi que si je sauvegarde un article, automatiquement, j'ai de nouveau un résumé de l'article qui va être fait avec de l'intelligence artificielle. Donc ici, c'est TLDR qui est utilisé. J'ai la possibilité de traduire aussi dans différentes langues le résumé qui va être utilisé. Et donc, on a quand même déjà ici un beau petit outil avec un panel de choses. Et il analyse automatiquement aussi toute une série de tags à l'intérieur de ce document et donc permet de faire un tri relativement simple. Vous pouvez y stocker tout ce qu'on veut. Donc, par exemple, admettons que l'image ici m'intéresse. Vous voyez que j'ai le bouton enregistrer sur l'image. Je clique et cette fois-ci, ce sera l'image qui va être enregistrée. Et donc, si je reviens en arrière, voilà, j'ai bien l'image qui a été enregistrée à partir de LinkedIn. Vous voyez qu'ici, sur l'image, je pourrais choisir directement, quand j'ai fait enregistrer, de choisir de le mettre dans un paquet directement. Donc, je pourrais décider de choisir tout de suite un des dossiers de rangement. Et à tout moment, si je me suis trompé parce que vous avez cliqué sans le faire exprès sur le bouton Pack, ben, vous pouvez aussi directement supprimer. Donc, si je supprime ici, automatiquement, dans mon Pack, l'image va se supprimer également. Ici, c'est l'article, donc c'est pas l'image, mais l'image se supprime également à l'intérieur du système. Ça reste assez intéressant parce que ben, vous allez tout de suite pouvoir avoir ici, par exemple, je prends justement l'outil, une page PackPack qui était passée sur le site Les outils de veille.
Vous avez l'article, vous le voyez en mode lecture, sans publicité, sans rien autour. Et vous avez tout de suite ici un petit résumé de l'article et de ce qui est proposé ici à l'intérieur. Donc c'est toujours intéressant. Et autre chose qui est intéressant aussi, c'est que Pacpac a la possibilité de faire des screenshots du site que vous avez pris. Ce qui veut dire que même si la ressource disparaît en ligne, vous avez toujours la page qui a été prise en capture d'écran. Donc là, voilà, en termes de veille, on est quand même sur quelque chose d'assez pratique. Vous pouvez évidemment l'ajouter aussi à des packages et puis partager de manière publique vos différentes sources d'informations ou vos différents packages, voire même de partager ici directement le package en question pour pouvoir le travailler avec différents collègues. Et je pense qu'on a fait le tour de toutes les fonctionnalités de ces trois outils. Euh, Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment, c'est l'instant. On peut évidemment répondre à vos questions. Non, rien de particulier. Ok, c'est que les outils étaient clairs pour tout le monde. Si jamais vous le souhaitez, donc je rappelle que il y a que j'ai donné au début de la présentation, le lien de cette présentation. Je peux le redonner pour ceux qui n'étaient pas là. Je vais le remettre dans le chat. Comme ça, vous avez tout de suite la possibilité d'aller rechercher les différentes ressources en ligne tout de suite. Voilà, je vous le mets dans le chat. Et si jamais, dans cette présentation, vous avez aussi le lien vers mon profil LinkedIn où vous avez la possibilité, si vous souhaitez poser des questions par la suite, la possibilité de prendre des rendez-vous d'une demi-heure gratuitement. Donc n'hésitez pas. Il n'y a pas d'obligation d'achat. Donc c'est vraiment avec plaisir que je peux répondre aussi aux questions si par la suite vous avez d'autres questionnements qui vous viennent en tête ou après avoir essayé l'outil. Donc n'hésitez pas à revenir vers moi. Merci beaucoup, bonne journée. Bonne journée à tout le monde. Je vous remercie tous et toutes. Bonne journée.